Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de cet hebdo, nouvelle édition, élection tumultueuse à la tête de la Ligue régionale pour le foot, dont le littoral initialement programmé pour le 7. Elle avait été renvoyée à ce mercredi 12 novembre suite à des violences. Eh bien, la situation n'en a pas été améliorée. Au contraire, elle est allée de mal en pire. Les forces de police avaient massivement envahi le lieu de cette élection. C'était à Bessanguet. Et pourtant, ça n'a pas empêché les dérives de tout genre, bagarres, engueulades et autres étaient au rendez-vous. C'est finalement Pierre Batama qui a été élu président. Nous reviendrons sur ces incidents pour tenter d'en comprendre les véritables causes. On va aussi s'intéresser aux candidatures de Joseph-Antoine Bell et de Tombi Aroko Sidiki à la tête de la FEC Foot. Ils sont présentés par beaucoup comme les principaux challengers de cette élection. Donc, on va tenter en décryptage dans cette émission. Et puis, session budgétaire de l'Assemblée nationale alors que les députés sont en colère parce qu'ils n'ont pas encore reçu le projet de loi des finances pour l'exercice 2015. Nous nous intéresserons d'ores et déjà au taux d'exécution du budget d'investissement public de 2014, jugé bas en dépit de la colère du chef de l'État en décembre dernier. On se demande pourquoi n'a-t-il même pas atteint les 40% cette année? Comment expliquer cette lenteur? Est-ce un problème de trésorerie, comme beaucoup le disent? Que faire pour renflouer les caisses de l'État, si bien sûr c'est un problème de trésorerie? Et puis, quels sont les chantiers prioritaires pour l'exercice 2015? On va également dire un mot sur l'arrestation du professeur Gervais Mendozé, qui a finalement été rattrapé par l'épervier, 10 ans carrément après qu'il soit parti de la Cameroun Radio-Télévision. On reviendra sur cette autre actualité sur ce plateau. Nous aurons 5 invités. 3 ont accusé un retard, 2 sont là pour le moment. Monsieur Roger Sambay Kwatadiba, politique, membre du RDPC, bonjour et bienvenue sur le plateau de cet hebdo. Bonjour madame, merci de m'avoir invité. Je salue vos nombreux téléspectateurs au Cameroun dans le monde, en souhaitant que nos échanges puissent apporter quelques éclairages aux problématiques que vous venez de soulever. Bon dimanche à tous. Ok, merci. Alors, face à vous, Joseph Roland Djotier, journaliste, vous travaillez pour le quotidien de l'économie. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Dora, et c'est exactement ça, je travaille pour le quotidien de l'économie. Et j'aimerais dire bonjour à tous vos téléspectateurs et dire également bonjour à la jeunesse camerounaise qui nous suit en ce moment. Alors, on va tout de suite commencer à recueillir vos avis sur le problème Gervais Mendozé rattrapé autant de temps après qu'il soit parti de la CRTJ. Et pourtant, à une époque, on a appris quand même, les gens disaient qu'il remboursait l'argent après qu'il avait été interpellé par le TCS. Il avait commencé à rembourser les fonds. Et on est surpris d'apprendre en ce début de semaine qu'il est passé au TCS et que plus tard, il a été renvoyé à Kondengue. En tout cas, nous avons été surpris. Est-ce que ça a été le cas pour vous, monsieur Roger Sambay Kwatadiba? Surpris, oui, surpris, non. Je n'ai pas d'informations fiables sur cette question. Je sais que le temps judiciaire a son cheminement. Il peut être parfois un temps long ou un temps médian, voire un temps court. Qu'est-ce que vous voulez que je dise sur cette affaire? Sinon, exprimer mes encouragements au professeur Gervais Mendozé, qui a quelques ennuis judiciaires. Il est encore présumé innocent. L'affaire a été mise en instruction. Nous n'avons pas de commentaires à faire là-dessus. Je souhaite bon courage, qu'il affronte cette épreuve avec son entrain habituel. C'est un homme fort, costaud dans sa tête, et comme les autres camarades qui l'ont précédé sur ce chemin que je connais moi-même, pour avoir aussi connu des épreuves et des procédures judiciaires. Il y a sa famille, il y a tous ceux qui partagent cette épreuve avec lui. Je lui dis, il faut rester serein et croire à la justice de notre pays. Et se défendre avec les moyens légaux, et on verra à la fin. D'accord. Vous avez d'ailleurs parlé de la présomption d'innocence, c'est très important. À chaque fois que quelqu'un est arrêté, mais Joseph Roland Djotier, on a quand même vu dans certains quotidiens cette semaine et même lu certaines réactions sur les réseaux sociaux et autres, où la plupart des gens, c'est un bon nombre de gens quand même, semblaient s'attendre ou même se réjouir du fait que le professeur Joseph Gervais Mendozé ait été arrêté, à tel point qu'il y a eu des politiques, à l'instar de Vincent Sosthène Fouda, qui ont dû faire des sorties pour dire non. Pourquoi pensez-vous tous qu'il devait être arrêté? Alors,
pourquoi est-ce que les gens ont l'air de penser qu'il fallait qu'on arrête le professeur Joseph Mendozé? Bon, je dirais tout simplement que c'est quand même regrettable que depuis son départ de la CRTV en 2005 et depuis, n'est-ce pas, la publication, n'est-ce pas, des rapports d'audit du contrôle supérieur de l'État, qu'on ait attendu plusieurs années pour pouvoir l'interpeller. On se rappelle très bien, n'est-ce pas, qu'il a eu à être accusé d'avoir piqué dans les caisses de l'État la somme d'environ 6 milliards, le professeur depuis 2009, que ce rapport était sorti, n'avait jamais protesté, ni même n'avait même pas eu à s'exprimer là-dessus pour dire, écoutez, moi j'ai pas eu à prendre l'argent du contribuable camerounais. Je peux comprendre quand même, n'est-ce pas, cette attitude des Camerounais qui se réjouissent parce que, voyez-vous, le peuple a souffert énormément. Le peuple pense aujourd'hui, n'est-ce pas, que s'il souffre, c'est en réalité à cause, n'est-ce pas, de la mauvaise gestion dont ont fait preuve certains hauts responsables de ce pays, et dont ce peuple, n'est-ce pas, a soif, n'est-ce pas, je dirais, de sang, de chair fraîche. Et là, justement, le chef de l'État, très très rusé, vient, n'est-ce pas, de leur donner l'occasion, n'est-ce pas, de se réjouir. Mais en réalité, oui, ce qu'il faut voir derrière ces multiples interpellations, c'est beaucoup plus le fait, ça c'est mon avis, le fait d'un règlement de compte politique. Je ne pense pas que l'opération Épervier qui a été lancée il y a quelques années, n'est-ce pas, est beaucoup plus motivée par un souci, n'est-ce pas, de rétablir un véritable sens de la bonne gouvernance au Cameroun. Parce que il y en a qui ont été interpellés sans avoir, qui ont été inculpés sans avoir été entendus, et tout. Et donc, on se rend compte, n'est-ce pas, que les choses ne se déroulent pas selon les conditions, selon les règles, n'est-ce pas, de l'art. Je ne peux pas juger non plus, n'est-ce pas, les responsables de l'administration judiciaire qui travaillent sur ces multiples dossiers. Mais je dirais que s'il faut interpeller les gens, il faudrait que cela se fasse selon les règles de l'art. Et si les gens ont eu à voler ou à détourner de l'argent qui appartient aux Camerounais, eh bien, il faudrait qu'ils payent. Parce qu'il y en a qui sont en prison pour une pomme de terre qu'ils ont volée. Il y en a qui sont brûlés dans la rue parce qu'ils ont volé une bouteille de gaz. Ceux qui ont piqué des milliards doivent également répondre si c'est vraiment le cas. D'accord. Mais vous parlez de règlement de compte avec cette affaire d'opération Épervier. Oui. On a tout le temps entendu dire ça. Ce sont des règlements de compte. Déjà, permettez que je présente les deux invités qui nous ont rejoints à l'instant. Robert Moutet, ambassadeur politique également, membre du parti au pouvoir. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous les spectateurs. Alors, Nathaniel Ndjok également, journaliste sportif, nous a rejoint. Bonjour, et bienvenue. Bonjour Dora, bonjour aux copanélistes et bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, là, je vais poser la question à vous, Robert Moutet, ambassadeur. D'accord, vous voulez réagir? Oui, je voulais réagir parce que ce qu'a dit... Règlement de compte, l'opération Épervier. Sur ces questions de règlement des comptes, non, mon analyse personnelle qui peut être critiquée, voire nuancée, c'est que justement l'arrestation du professeur Mendozé est quand même assez symbolique. C'est le moins qu'on puisse dire. Symbolique à deux points de vue. Premier point de vue, pour ceux qui ont pensé et exposé qu'il y avait des gens protégés dans cette opération, que c'était une opération à tête chercheuse. La géopolitique et l'énologie locale montrent quand même que l'arrestation du professeur Mendozé bat cet argument en brèche. On avait épilogué sur le fait que Joseph Mendozé était protégé par rapport à d'autres pour justifier que c'était une opération à tête chercheuse. Oui. Deuxième chose, sur les règlements des comptes politiques. L'arrestation du professeur Mendozé demande aussi cet argumentaire parce que si pour d'autres acteurs qui sont encore en maille, en proie à la justice, on pourrait légitimement accréditer leur posture et positionnement politique. En ce qui concerne le professeur Mendozé, je ne crois pas que son activité quotidienne l'ait fait identifier comme un acteur majeur qui ait des ambitions politiques.
Ça prouve que son arrestation ne peut pas être qualifiée de règlement des comptes politiques. D'accord, mais voilà, merci d'avoir apporté ces précisions. Il y a d'ailleurs un autre argument. Vous parlez, Joseph Roland-Doté, de règlement de comptes politiques. Il y a des gens qui ont avancé un autre argument, qui ont pensé qu'avec ce qui se passe au Burkina Faso, le président de la République a juste trouvé un moyen de distraire les populations en leur offrant autre chose à se mettre sous la dent, par exemple le problème Gervais Mendozé. Et je pose maintenant la question à Nathaniel Ndjok. Est-ce que réellement, quand on observe la société camerounaise, on peut penser qu'il y avait une sorte de déportation de la crise burkinabé chez nous au point que les autorités aient pu avoir peur pour finalement faire arrêter le professeur Gervais Mendozé? Oui, il faut dire que sur le plan stratégique et politique, le Sérail a véritablement eu peur d'une irrigation de la crise burkinabé au Cameroun et dans les pays voisins subsahariens. Mais il faut dire que pour moi, l'arrestation du professeur Mendozé ne concourt pas à la crise ivoirienne. Il se trouve tout simplement à la crise burkinabé, s'il vous plaît. Il se trouve tout simplement que l'arrestation fait part montre que le chef de l'État a les mains liées, contrairement à ce que les gens croyaient, et que l'opération épervier est contrôlée au-delà même du chef de l'État, c'est-à-dire qu'il subit des pressions. Et à un moment, on a cru que c'était de son entourage, mais aujourd'hui, on peut confirmer que c'est une pression des bailleurs de fonds. Parce que l'arrestation de Mendozé, il faut que les Camerounais le sachent, c'est une pression des bailleurs de fonds qui, dans la structuration de notre économie, l'accompagnement du Cameroun à un équilibre économique et une croissance économique, il y a des maillons, il y a des artifices économiques sur lesquels les bailleurs de fonds étaient très regardants, notamment la redevance audiovisuelle, qui à un moment a permis de payer une partie de la dette camerounaise. Et quand on a décidé de la injecter à la CATV, elle était regardante pour voir ce qu'elle va servir. Et on a vu que après tout ce temps, plus de 10 ans de redevance audiovisuelle à la CATV, on n'a pas vu ce que ça on parle notamment de 2,25 milliards de francs CFA qui auraient été détournés en ce qui concerne la redevance audiovisuelle. Et là, c'est une information avancée par la Météo Biebdo dans cette édition du 13, donc, qui pense que le professeur Gervais Mendozé aurait détourné un montant. Mais il faut aussi dire que c'est circonscrit dans le temps. Oui. Parce que si on regarde tout le temps où il a géré la redevance audiovisuelle, vous comprenez que ce n'est pas le professeur Mendozé seul qu'on doit incriminer. Oui. Il y a encore des gens, même au gouvernement, qui seront interpellés pour cette affaire. Parce que, dites-moi, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que sous Mendozé, la redevance audiovisuelle oscillait entre 21 et 25 milliards et que dès lors que le lendemain Mendozé a été débarqué de la CATV, on a mis un autre directeur général, la redevance audiovisuelle est passée de 11, oscille entre 11 et 14 milliards. Où sont les autres 10 milliards? C'est dire qu'il y a un réseau dans le Sérail qui est organisé pour distraire les derniers publics. Donc il ne faudrait pas qu'on nous livre Mendozé aujourd'hui. Mendozé, pourquoi on ne l'a pas arrêté depuis 9 ans? On ne l'a pas arrêté depuis 9 ans parce que les bailleurs de fonds ne s'étaient pas encore assis sur ce dossier. Quand c'est arrivé dans leur analyse économique du Cameroun, où ils ont démontré que l'argent de la redevance a été distrait et que, vous savez, aujourd'hui, il y a des mécanismes qui permettent que tous ceux qui ont de l'argent dans les paradis fiscaux, il y a un retour d'information. Alors, quand on met tout ça sous la table du chef de l'État... C'est ça qui a pu conduire à l'arrestation. Ah oui, ce n'est pas tout ce qu'on... Alors, maintenant, monsieur Robert Moutier-Bassa, à ce stade quand même, parce qu'on va bientôt sortir de ce sujet, on peut constater de manière générale que les Camerounais ont quand même de moins en moins confiance en la justice de leur pays. Et ça, Roger Sombaï-Kotadibal le disait tantôt, une instruction judiciaire, ça peut prendre des années. On peut commencer à faire des enquêtes pour déboucher quelques années plus tard. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens commencent à penser que l'affaire Gervais Mendozé n'est qu'une affaire soit de distraction, soit encore une pression, comme le disait tantôt Nathaniel Ndjok. C'est surprenant quand même, non? Non, je pense que il faut savoir lire les choses entre les lignes. Le professeur Gervais Mendozé,
aujourd'hui est arrêté. Il y a quelques années, le contrôle supérieur de l'État, on n'était pas seul, hein, c'était un groupe, a payé 2,5 milliards, un peu plus de 2,5 milliards. Je pense que la situation est restée statique parce que une fois que les procédures administratives veulent que quand le Conseil supérieur de l'État prend une décision, il y a des fonctionnaires pour lesquels on condamne pour 100 000, 200 000, 500 000 et remboursent. Mais seulement, beaucoup n'ont pas le réflexe d'aller rembourser. Parce que quand vous remboursez, il faut avouer, à moitié pardonner. Donc, on n'a pas vu beaucoup de gens spontanément. Je prends pas le cas de Mendoza seul. Disons, tous ceux qui ont été d'une manière ou d'une autre épinglés par le contrôle supérieur de l'État, jusqu'à présent, très très peu ou pas du tout, vont spontanément payer les amendes ou bien les sommes dues au contrôle supérieur de l'État. Si vous êtes sûr que quand un dossier n'a pas pu évoluer parce qu'on n'a pas payé, évidemment le contrôle supérieur de l'État, ensuite, ça passe en justice. Ça peut prendre 6 mois, 1 an, 10 ans, ça dépend des dossiers. Parce qu'il y a des contrôles qui ont été faits, on a vu que les inspecteurs étaient complaisants. Ils sont partis avec des idées préconçues, arrêtées, pour à tout prix fragiliser ou bien mettre en difficulté un dirigeant. Et après, les contrôles se rendent compte qu'il y avait un peu trop de laisser aller. On avait dans certains cas que je ne veux pas citer ici. Donc moi je pense que l'arrestation du professeur Mendoza doit interpeller tous ceux qui ont été condamnés jusqu'à présent par le contrôle supérieur de l'État, qui sachent que l'État est un monstre froid. Et ça part doucement, mais ça finit par arriver. Donc vous voulez dire, permettez quand même que je repose la question. Que ceux qui doivent de l'argent à l'État doivent spontanément aller reverser cet argent. Donc il avait été épinglé, il n'a peut-être pas fini. Parce que justement, j'ai posé la question avant que vous n'arriviez. À une époque, on disait qu'il remboursait cet argent-là. Moi, je le connais personnellement, je le fréquente. Oui. Donc, je n'ai pas eu à discuter de ce sujet particulièrement avec lui, parce que c'était, s'il voulait qu'on en parle, moi je pense que c'est lui qui aurait pu déclencher, mais je le connais, et je l'ai fréquenté, je le fréquente toujours. Donc, je pense que on n'a pas eu à discuter de ça. Mais évidemment, la rumeur a couru partout qu'il avait payé. Oui. Maintenant, est-ce que c'est vrai? Mais si on réclame encore cet argent aujourd'hui, je pense que quelque part, ça n'a peut-être pas été payé. Et j'en appelle à tous ceux qui doivent l'argent à l'État. Il faut y aller spontanément reverser. Parce qu'une fois que vous avez payé, au moins, même si la procédure continue, on tiendra quand même le compte du fait que, spontanément, vous avez reconnu que vous avez fait des fautes de gestion qui ont généré de l'argent que vous n'avez pas pu contrôler, et vous payez. Je crois que le tribunal criminel spécial qui a été mis sur pied travaille un peu dans ce sens. Moi, je me rappelle à une époque, j'avais proposé une amnistie générale pour ceux qui pouvaient spontanément aller reverser. Bon, parce que l'ampleur de la corruption, les détournements étaient assez importants. Donc, je pense que le tribunal criminel fait la même chose, mais en vous condamnant, vous payez, on peut revoir votre situation et vous libérer comme on a libéré Mme Amana Dama. Yves Michel Fossa payer, mais il y a apparemment d'autres dossiers qui traînent qui font qu'on ne le libère pas. Je crois que c'est le moment, avec l'arrestation du professeur Mendoza, de comprendre qu'il n'y a nul qui est à l'abri. Tous ceux qui ont été condamnés jusqu'à présent par le contrôle doivent aller payer. D'accord, merci. S'ils ne payent pas, ils seront pris d'une manière ou d'une autre. Merci Robert Mouté-Ambassa. Dikou Mbonjo, également économiste, nous a rejoint sur le plateau. Bonjour et bienvenue. Voilà, je vous pose directement la question, et c'est d'ailleurs avec vous qu'on va sortir de ce sujet sur l'arrestation du professeur Gervais Mendoza. Avant qu'on l'arrête, il y avait déjà cette rumeur qui courait sur la construction de nouvelles cellules à la prison de Nkondegui, des cellules VIP d'ailleurs, et aujourd'hui, le professeur Gervais Mendoza s'y retrouve. Est-ce que ça veut dire que dans les prochains jours, les prochains mois, on pourrait s'attendre à voir d'autres hautes personnalités du régime encore en fonction ou plus en fonction tomber également sous les griffes de l'épervier? Merci pour cette question. Je voudrais commencer par dire que l'opération épervier commençait à avoir du plomb dans l'aile. En ce sens qu'elle était perçue par beaucoup d'observateurs comme une opération à tête chercheuse, évitant certaines personnes et s'attaquant à d'autres. L'arrestation du professeur Mendoza montre que ceux qui étaient jusque-là en réserve vont être touchés pour crédibiliser l'opération. Parce que si elle n'est pas crédible aux yeux du public, aux yeux des financiers internationaux, elle va finir par s'essouffler et ce qu'on avait voulu en la lançant, l'objectif qu'on recherchait, on ne l'aura pas atteint. Qu'on construise de nouvelles cellules, il était temps. Les cellules
nos prisons, tout le monde les décrit. Elles n'ont pas été aménagées depuis très très longtemps. Or, dans cette phase où on est en passe d'arrêter de plus en plus de monde, il faut créer de l'espace. D'accord. Donc ça veut dire que dans les prochains jours, on pourrait assister à d'autres arrestations. D'accord. Bien, on va parler de football maintenant, de ce sujet qui a quand même... quelque chose sur les financiers internationaux. D'accord. Une seconde. Oui, allez-y rapidement. Oui, il y a je crois, c'est Nathanaël, c'est ça? Oui, Nathanaël Job. Qui ont parlé. Moi, ce que je sais un peu du fonctionnement de ces organismes, c'est pas ces financiers qui dirigent nos pays. Nos dirigeants restent les patrons, qu'on le veuille ou pas. Nos dirigeants sont dans une situation peut-être inconfortable, mais c'est eux qui proposent des plans qui sont validés par ces financiers et ensemble ils suivent l'exécution du plan. Même pays peut à tout moment dire merde à ces institutions parce qu'on ne voit pas au monde où ces institutions ont réussi. Il faut avoir le courage de leur dire non quand c'est nécessaire parce que parfois ils viennent, ils vous encouragent, ils vous donnent des pourcentages de croissance parce qu'ils veulent que vous payiez les dettes. Mais cette dette, quand on va aller voir, on les a déjà payées 2 ou 3 fois avant. Donc je crois qu'il faut avoir le courage de dire non. Donc, ce n'est pas eux qui dirigent. Mais nous sommes obligés de les suivre parce qu'en interne, parmi nous-mêmes, on a des gens qui jouent contre leur propre pays. C'est ça le vrai problème qu'il y a dedans. Et du coup, parfois, il faut se référer à quelqu'un de l'extérieur pour être sûr de ce qui se fait. Mais elles ont quand même un pouvoir non négligeable. C'est-à-dire, avant qu'on arrive au point où on leur dise non, elles ont quand même un pouvoir non négligeable. Madame, quand vous partez à la banque sans crédit, le banquier ne vaut rien devant vous. Mais quand vous prenez de l'argent qui vous a emprunté, c'est lui qui vous gère dorénavant. Tout à fait. Donc quelque part, pour un État, c'est pas la même chose. Ok? Au plan individuel, c'est possible. L'État peut dire je ne paye plus la dette. Le FMI, qu'est-ce qu'ils vont faire? D'accord, merci Nathanaël. Vous allez réagir rapidement. Je suis d'accord avec lui simplement pour dire que oui, les organismes internationaux, les organismes financiers ne gèrent pas nos États. C'est vrai, nous sommes affranchis de ces, mais nous sommes en partenariat, en coopération avec eux. Mais simplement que lorsqu'on est entouré, comme le chef de l'État du Cameroun est entouré, où il y a des coups bas, il y a des règlements de compte, très souvent, devant la panoplie des rapports qu'il a, il est sceptique. Mais lorsque ces rapports sont confortés par une récrimination d'un bailleur de fonds, parce qu'il faut dire que la plupart des gestionnaires des deniers publics, les véritables fonds qu'on détourne le plus, c'est les crédits. C'est les projets qui sont financés de l'extérieur. C'est ça qui sont détournés. Et on voit les buts, les projets ne sont pas réalisés. Ou sont réalisés de manière partielle ou quelconque, c'est-à-dire que sans consistance. Donc, quand ils se plaignent, après les rapports de tous les organismes internes d'enquête, quand eux aussi ils voient le rapport, ils appuient les rapports qui sont déjà sur la table du chef de l'État et déclenchent plus rapidement le processus. D'accord. Alors on parle d'autre chose maintenant. On va revenir sur cette affaire de football, élection à la tête de la Ligue régionale de foot pour le littoral. Ça, il y a eu beaucoup de casse quand même. Je propose d'ailleurs tout de suite qu'on prenne quelques images de la journée de mercredi, surtout dans la matinée, l'ambiance qu'on pouvait voir sur le site de cette élection. Allez d'abord, c'est ça là-bas. Va dans ta mairie, va faire le mariage collectif là. Tu ne bouges pas ici. Le président du Lyon fait quoi là?
Incroyable tout de même. Et dire que le vendredi d'avant, déjà parce qu'il y avait eu des bagarres, on avait renvoyé l'élection au mercredi suivant et qu'il y avait toutes ces forces de police d'ailleurs qui elles-mêmes avaient beaucoup travaillé. Hein. On les a vus en difficulté quand même, Joseph Roland Dautier. Oui, tout à fait. Mais ce que je retiens beaucoup plus de cela, c'est que les gens, selon moi, bagarrent beaucoup plus pour des intérêts financiers et non pour le football camerounais. C'est tout ce qu'il faut retenir de cette situation-là, de ce que nous avons vu la semaine dernière, qui est d'ailleurs très très regrettable et honteux pour le Cameroun. Un président d'un grand club comme Union Douala se fait bousculer. Et tout ça, il aurait peut-être pu demander, n'est-ce pas, l'escorte policière pour entrer, pour accéder à la salle, parce que nous avons appris qu'il était le mandant d'un club. Je sais pas, c'est Dauphin FC, un club, n'est-ce pas, du littoral. Oui. Enfin, il ne venait même pas pour Union Douala. Donc en réalité, moi je vois tout simplement derrière cela le fait que les gens se battent beaucoup plus pour de l'argent. S'ils déployaient les mêmes énergies, n'est-ce pas, pour, je sais pas, l'économie, pour créer les emplois, ce serait au moins une bonne chose, parce qu'il y a au moins 3 secteurs dans lesquels on va se rendre compte qu'au Cameroun, les gens se battent énormément. Il y a les élections. Hein? Il y a les élections. Généralement, quand c'est les élections, ils se battent. Oui. Quand c'est le football, ils se battent. Je veux dire, quand c'est les partis politiques, la politique, ils se battent. Quand c'est le football, ils se battent énormément parce que absolument ils veulent pouvoir, n'est-ce pas, accéder à cela. Un peu comme si au Cameroun, le fait qu'il n'y a plus d'opportunités oblige les gens, n'est-ce pas, à regarder beaucoup plus vers cette couloir-là. Et c'est regrettable. D'accord. Alors, Roger Sambay Kotadiba, vous avez quand même vécu ça de près parce que vous étiez sur les lieux. Il paraît que c'était encore pire que ce qu'on a vu à l'écran quand même. Il y a des gens qui sont repartis de là étant blessés. Tout à fait. J'ai vécu cela en direct parce que je suis l'un des membres de la commission qui était chargée d'organiser ces élections que nous avons souhaitées régulières, sereines, libres et démocratiques. Malheureusement, ça n'a pas été le cas pour plusieurs raisons. Hein. On m'a expliqué que c'est un peu le tempérament de Douala et que depuis plus de 20 ans, il n'y a jamais eu d'élection. Ici, dans les instants de football au littoral, sans bagarre, ça peut être lié à des raisons climatiques. Les gens de Douala ont le sang chaud. Nous autres, on n'a pas le sang chaud. Parce que vendredi, c'était très dur. Cette fois-là, vendredi, c'est nous-mêmes de la commission qui avons été attaqués. Bon, mais au-delà des bagarres que nous avons regrettées, le président du comité de normalisation a fait un appel à l'apaisement, à condamner les violences. Les partis, c'est-à-dire les leaders qui ont pris la parole après, ont déploré, tout le monde déplore. Au-delà des bagarres, ces élections étaient quand même émaillées de beaucoup de contestations, avec certaines raisons fondées, d'autres non fondées. Ce que je résume à cette entrée de parole, c'est que c'est une forme d'imbroglio. Vous voyez, quand on entre dans un imbroglio, on ne sait plus par où commencer. Les arguments se choquent et s'entrechoquent. Comme la tension était montée, personne n'écoutait plus personne. On ne pouvait pas clarifier les choses, on ne pouvait non plus ne pas les maîtriser non plus. Bon, que les acteurs même en tirent les conséquences, que les imams ont fait le tour du monde. Je crois que passer ces échauffourées, les uns les autres ont eu le temps d'y réfléchir. Ils trouveront certainement l'énergie nécessaire pour se remettre ensemble en se regardant dans les yeux, sortir de leur logique d'intérêt individuel, que je présume, parce que j'ai entendu beaucoup de choses, et se serrer les coudes sur ce qui les unit, qui est leur amour pour le football. Parce qu'il y en a là, quand même, qui ne bagarraient pas pour l'argent. Il y en a qui sont des passionnés de football, qui sont des acteurs du football, qui ont investi leur énergie et leur argent. Ils n'acceptaient pas le fait qu'ils soient écartés, quelques-uns pour des intérêts d'argent, d'autres contestaient un peu le changement que les réformes de l'Africa Foot sont en train d'apporter. Là, je parle comme un professeur de management. Vous savez que le changement crée toujours des résistances et des chocs qui déstabilisent les gens. Et c'est la période que nous appelons gestion du changement, la décristallisation. Ça crée l'ébranlement de l'existant, des connaissances, des certitudes, des attitudes. Vient un moment où on va entrer dans la transition et pour passer vers la réalisation, les gens vont se remettre, ils vont s'approprier le changement qui est mis en œuvre, ils vont bien relire leurs textes, bien relire les procédures, et je crois que c'est des gens qui se connaissent. Moi, je ne suis pas... Et qui se rencontrent d'ailleurs tout le temps. Et qui ont des liens très forts, qui sont des amis pour la plupart, et qui sont des hauts responsables. Vous avez vu, c'est des maires, c'est des présidents des clubs, c'est des personnalités qui ont vu dans ça, des députés. Ils se retrouveront leur chemin. D'accord. Alors, Nathanaël Job, vous avez quand même suivi cette actualité de près, et vous étiez également sur le site de l'élection.
On sait que c'est parti quand même depuis le vendredi d'avant, des contestations des délégués qui soutenaient la candidature de M. Emmanuel Loga, qui continuaient de faire le coup de force. Donc aujourd'hui, ce qu'on aimerait bien comprendre, c'est dans ce qui a été publié, dans la décision qui a été publiée par la commission qui mettait de côté la candidature de M. Emmanuel Loga, quels sont les points qui sont rejetés par son camp? Les points qui sont rejetés dans son camp et qui ont justement entraîné toute cette échauffourée, c'est tout simplement que on a manifestement constaté que le comité de normalisation, pour cacher son échec, et les commissions électorales, pour accompagner comme à la mort, à la morgue, le football camerounais, ont tout fait pour essayer de respecter, de forcer la tenue d'une élection qui ne pouvait pas se tenir parce qu'elle ne remplissait pas les conditions pour se tenir. Donc, aujourd'hui, on a essayé à telle chercheuse, expliquer des choses qui ne s'expliquent pas. Il y a une batterie de tests, mais on choisit les tests en fonction des intérêts du comité de normalisation. Mais ce qui est fondamental, c'est qu'on a constaté que tous ceux qui tournent au football aujourd'hui sont un peu formatés comme des djihadistes. Ils terrorisent d'abord le football camerounais et ils sont prêts à tout, à atteindre certains fins, mais pas à sauver le football camerounais. Je suis désolé que les membres de la commission électorale, les membres du comité de normalisation participent à ce djihadisme footballistique-là. Parce que je vais vous dire, la candidature de M. Loga est une candidature dans les règles, qui respecte les normes. Lorsqu'on envoie la candidature, on vous dit qu'on rejette la candidature parce qu'elle n'a aucun délégué départemental, des ligues départementales. Lorsqu'on fait appel, on demande qu'il y a au moins un délégué dans cette liste. On vous dit que non, il n'y a pas les délégués de tous les départements représentés. Vous comprenez que, vous savez, il y a des personnalités bien avisées ici sur la table pour savoir qu'on ne peut pas vous condamner en première instance parce que vous avez volé un sac de riz. Quand vous faites appel, on vous dit que, en fait, on n'avait pas su que vous aviez aussi volé antérieurement ou dans le même temps cette sac de riz. Peut-être qu'en faisant des enquêtes, on peut découvrir autre chose. Non, on ne peut pas, parce que quand vous faites appel à une décision. Oui. Un instance supérieure, on ne peut pas changer la décision. On vous juge sur la décision. Donc, ceux qui ont libellé la décision, si ils ont fait une erreur, même si ça vous profite. C'est pour ça qu'en droit, les juristes et les avocats s'accrochent sur la forme d'abord de la procédure. Parce que, par exemple, en matière de diffamation, on vous refuse la double qualification des faits. Donc, si vous voulez traîner quelqu'un en justice pour diffamation, n'allez pas faire une double qualification. Si vous faites une double qualification dès la forme, déjà, on rejette votre dossier. Donc, en ce moment, on ne peut pas engager le dossier jusqu'à la fin. Ce serait bafouer les procédures. Donc, on finit par là. Et quand on veut soutenir ça, on vous sort une décision. On dit qu'elle s'appuie d'un statut de la Ligue régionale du littoral. Soit, le statut n'est pas connu. Dans la décision, on dit que le statut est sur le site de l'Africa Foot. Je vous mets à défi d'aller sur le site de l'Africa Foot aujourd'hui, vous ne la trouvez pas. Il n'y a pas de statut de Ligue du littoral. Et dans ce statut-là, on vous cite l'alinéa 3, l'article 33, alinéa 2, qui reste vide. C'est-à-dire qu'il y a encore des imprécisions à définir, normes à définir. Or, ce nombre-là, on le connaît. C'est-à-dire que le nombre des membres du comité d'administration de la Ligue régionale du littoral on l'avait décidé ici de 8. Comment est-ce qu'on peut nous donner une décision en copiant le statut qu'on dit existait et qui reste vide? Ça veut dire qu'il n'existe pas. Parce que s'il existait, le chiffre serait là. Parce que c'est 8. Et dans les 8, voyez-vous, il y avait une erreur qui s'était glissée. C'est-à-dire qu'on a dit que le littoral, le Vouri qui avait plus de 18 clubs doit prendre 2 délégués des ligues départementales. Or, les ligues départementales n'envoient que 3 délégués au niveau régional. Donc, si une liste prend 2, une autre liste ne peut pas composer. Conséquent, il faut s'appuyer sur la directive. La directive qui dit que quand on ne peut pas appliquer le test, appliquer la directive qui est un test d'application qui dit prenez 5 délégués parmi les membres à l'Assemblée. Et on a respecté la directive. Donc, c'est pour dire qu'on ne comprend pas. Et d'autres choses, on ne peut pas prendre une décision le 31, on ne vous notifie pas. J'ai là les photocopies, on a été notifié le 10. Le 10 par huissier.
Or, les tests disent qu'on doit vous notifier 72 heures après. Du 31 au 10, c'est ce qu'on a 72 heures. C'est-à-dire qu'il y a forclusion et c'est dire que la liste doit compétir. C'est des simples principes de droit. Et quand on vient compétir, on dit qu'on ne compétit pas. Maintenant, nous utilisons un autre... dans le camp Logan, nous utilisons un autre artifice. C'est qu'on dit, nous, on ne veut pas des incidents. On utilise ce qu'on appelle la majorité de blocage. Quand on utilise la majorité de blocage, en face, le comité et la commission électorale, où faisait partie Issombay, décide qu'elle, parce qu'elle est un peu humiliée, parce que dans les 9 régions, il y a eu élection, sauf dans le littoral, elle décide de faire un coup de force, d'appeler une militarisation du lieu du site. Les convocations nous sont distribuées la veille, jusqu'à 23 heures par ici, alors que l'huissier ne doit travailler que jusqu'à avant 18 heures. Et dans la convocation, il n'y a pas le lieu de l'événement. C'est en sillonnant la ville qu'on voit là où il y a les militaires, les policiers qu'on sait le lieu de l'événement. On y arrive quand même. Et quand on y arrive, il y a une manipulation. On vous sort un test, ouragan de Loum. Les tests disent que quand le président est là, même s'il a donné mandat à quelqu'un, le mandat est nul. Parce que le président, c'est lui qui représente le club. Quand il n'est pas là, il peut donner mandat à quelqu'un. Le président est dans la salle. C'est pour ça que vous avez vu là. Le camp d'en face va fabriquer un procès verbal où il y a un deuxième adjoint du maire qui vient. D'accord, merci. Non, permettez que je chute. Ouais. Et finalement, ils ont tenu une assemblée générale au forceps. Vous savez, le camp Loga est sorti se concerter. On a mis les militaires pour dire que les gendarmes pour dire n'entrez plus. Pourquoi? Parce que le camp Loga avait bloqué l'élection en disant que, comme elle avait réussi à avoir la majorité de blocage, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas avoir le quorum atteint pour l'élection, on dit que pour être mandataire d'un club, il faut que ton nom soit dans la liste du bureau. Quand elle s'est envoyé un mandataire qui s'appelle Katapié Sonko, qui est un employé, dont le nom n'est pas dans le bureau. Voici le bureau, voici le procès verbal. Maintenant, deuxième cas de quelqu'un qui n'a pas droit de prendre part aux élections, c'est M. Sangou. Il est président de la commission d'homologation et de discipline de la Ligue régionale du littoral. C'est-à-dire que c'est lui qui homologue les résultats des clubs. Le test dit que, l'article dit, le code disciplinaire... Vous allez chuter par là parce qu'on reviendra à vous tout à l'heure. Le code disciplinaire dit que on ne peut pas être... Non, le statut des ligues régionales dit qu'on ne peut pas être membre de 2 organes de la FECAFOOT ou de la Ligue. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être membre de la commission juridique et membre de l'Assemblée générale. Voici une décision qu'il a prise cette année. Commission d'homologation, il homologue les matchs et il a voté dans la salle comme représentant d'un club. Alors, ça veut dire d'ailleurs que même le championnat qu'il a homologué doit être nul. D'accord, merci Nathaniel. On reviendra à vous. Alors, merci Nathaniel. On reviendra à vous. Je vous en prie, Nathaniel. Ça fait quand même environ 6 minutes que je vous donne la parole. Le football à l'abattoir comme ça, on comprend la passion et la frustration que vous ressentez. Mais avant que je ne passe la parole aux autres panélistes, je souhaiterais d'abord que vous réagissiez, monsieur Sombaï Kotadiba, parce que quand même, vous étiez dans cette commission-là. Oui. Au niveau de la FECAFOOT, quelles sont les raisons exactes qui faisaient que la candidature de monsieur Logan ne pouvait pas passer? J'aurais souhaité que... Je ne souhaite pas faire le débat de la candidature et de ce qui s'est passé. Oui. Parce que pour moi, c'est une page qui est tournée. Nous sommes à la recherche de voies d'apaisement pour le football dans le littoral. Et j'ai la chance d'avoir M. Nathaniel Njok ici, que je félicite parce que c'est l'un de ceux avec qui j'ai travaillé après l'élection manquée du 7, le vendredi 7. Nous avons travaillé intensément pour la recherche de l'apaisement et de la conciliation pour que les équipes qui étaient en confrontation puissent trouver une voie de salut consensuelle. Nous avons beaucoup échangé, on a discuté malgré le fait que lui et les siens étaient très fâchés. Ils nous ont fait des propositions, on a même préparé une réunion ensemble à Yaoundé que le président du comité de normalisation devait tenir le mardi avant l'élection de mercredi. Malheureusement, les conflits avaient atteint une telle intensité ici sur place que ces efforts de conciliation n'ont pas pu aboutir. C'est pour ça que vous avez vu mercredi ce qui s'est passé. Maintenant, sur la candidature de Logan. Ce qu'a dit M. Nathaniel Njok, il a raison sur certains arguments. Les convocations n'ont pas été notifiées à temps. On a reporté l'Assemblée générale du 7 parce qu'on a découvert en salle que
Certains délégués n'avaient pas de convocation. La décision de rejet de la candidature de M. Longa ne lui avait pas été notifiée expressément, bien qu'elle ait été publiée par l'Africafoot et diffusée dans les médias. Ça, c'est vrai. L'Africafoot l'a publié le 7 et le site est là pour témoigner parce que Internet ne ment pas. Vous ne pouvez rien mettre, vous ne pouvez pas antidater une publication. Donc, entre le 3, le 31 et le 4 où on publie, on a au-delà de 72 heures. Oui. Donc, encore une fois, cette décision. Les délais n'étaient pas. Merci, merci. Vous l'avez déjà dit. Je souhaite aller jusqu'au bout. Oui, allez-y. Je maintiens l'idée que j'ai donnée au départ de la gestion du changement, qu'on fait une réforme intensive, comme celle du comité de normalisation, qui a quand même donné lieu à la production d'une panoplie de réglementations. En écoutant les uns les autres, j'ai découvert que beaucoup n'ont pas lu les textes. Et s'ils les ont lus, ils n'ont pas eu le temps d'analyser pour comprendre les subtilités des textes. Les arguments qui ont été évoqués, qui sont réels, des distorsions dans la procédure, vous savez qu'en droit, il y a des causes qui peuvent entraîner la nullité, c'est-à-dire qui attaquent le fond, et les causes qui attaquent la forme. On ne peut pas annuler une assemblée parce que la convocation n'est pas arrivée à temps. On peut la reporter, mais pas l'annuler. Une décision, la notification d'une décision, c'est une procédure informative. Le fait de n'avoir pas été notifié d'une décision, mais s'il est établi que vous en avez été informé, ça ne peut plus donner lieu à l'annulation de la décision. C'est les juges qui rendent les décisions là. Ce qu'on ne vous dit pas. C'est un collègue des magistrats. 4 magistrats, 2 avocats. Très bon niveau. Tous les avocats peuvent leur expliquer la notification n'est pas une cause d'irrémande qui entraîne la nullité. Maintenant, le point substantiel. Non, ça entraîne. Ce débat-là, on va le faire au micro. Et sur la nullité, le problème de la candidature de Longa, c'est que les dispositions pertinentes de la composition des listes veulent qu'au niveau régional, il y ait les délégués de toutes les ligues départementales au niveau. C'est ce qui a été fait partout, c'est ça les textes. La liste Longa n'avait qu'un seul délégué. Voilà les faits, et ces listes ne pouvaient pas être qualifiées. Maintenant, qu'est-ce qui a empêché que ces listes puissent réunir plus d'un délégué? C'est le jeu électoral local, s'il y a eu des manipulations et tout, mais la réalité, c'est que ces listes n'avaient qu'un seul délégué. Et de ce fait, ces listes ne pouvaient pas être qualifiées. Merci. Voilà, je vais passer voilà la parole. Maintenant, la qualification dans le premier rejet, c'est une information qui peut vérifier auprès des magistrats. Quand un juge est saisi d'une action, il rend une décision. Sa motivation peut ne pas vous satisfaire. Vous attaquez la décision. Le même juge peut, en deux secondes, réformer sa motivation. Vous n'allez pas annuler la décision parce que la première motivation ne vous semble pas appropriée. Merci. Merci. Alors, je vais passer la parole à Nathanaël, je vous en prie. Il y a 5 invités sur la ce motivation plateau. Permettez que les autres puissent également s'exprimer. Alors, je passe la parole maintenant à Dikoumé Mbonjo. Vous avez suivi tout ce qui a été dit, notamment par Sombaï Kotadiba, qui a quand même travaillé avec les membres du comité, et puis par Nathanaël Njok, qui lui a travaillé avec le camp Emmanuel Longa. Du coup, on a pu avoir les deux versions. Maintenant, quelle est votre manière d'appréhender cette situation? Je commence par dire que ce qui est en cause dans cette affaire, c'est les procédures qu'on utilise dans notre pays, aussi bien au niveau politique que dans la vie sociale. Le comité de normalisation sort comme Zorro qui va régler tous les problèmes. C'est des techniciens, ils sont professeurs, ils sont ceci. Et on voit que la première tentative d'application de ce qu'ils ont fait ne passe pas. Et ça ne passe pas pourquoi? Ça ne passe pas parce que en réalité, les personnes qui sont concernées, qui doivent appliquer ces termes, ne sont pas impliquées dans l'élaboration de ces textes. Il y a des procédures qui permettent, quand on élabore des textes réglementaires, de consulter au fur et à mesure qu'on avance dans l'élaboration, ce qui fait que on ne peut pas utiliser l'argument après que beaucoup de gens n'avaient pas lu. Ils n'avaient pas lu pourquoi? Parce que... En même temps, il a dit que nul n'est censé ignorer la loi. Non, mais tu ne peux pas faire une loi, tu la gardes dans les valises et tu dis que les gens ne sont pas censés ignorer la loi. Cette expression-là, on l'utilise dans les contextes où la loi est élaborée en tenant compte de l'opinion des personnes qui vont être concernées.
Nos textes ici, ce sont des techniciens qui les élaborent. Personne ne sait ce qui attend. Parfois même, c'est quand vous êtes mis en cause que vous vous rendez compte que, comme les écritures des assurances, tout ce qui n'est pas couvert par votre assurance, c'est écrit tout petit dans le contrat. Vous ne le lisez pas, et c'est le jour où vous venez réclamer que on vous dit. Mais on le dit depuis des années, mais ça reste écrit tout petit pour que les gens ne puissent pas lire. Non, cette manière de faire n'est pas bonne. Deuxièmement, lui il a parlé des problèmes d'argent. L'argent qui est dans qui circule à l'Africa Food, c'est de l'argent public. Et on voit que les dispositifs pour contrôler cet argent-là sont pratiquement inexistants. Voilà. C'est pour ça donc que beaucoup de gens vont dans ces fédérations en se disant pourquoi pas moi? Et si quelqu'un m'empêche, je vais lui faire la peau. C'est pour ça qu'on arrive à des situations comme celles qu'on a connues là. Si on met des dispositions sérieuses pour gérer l'argent de l'Africa Food, les gens qui n'aiment pas le foot et qui n'aiment pas le travail ne seront plus dans cette affaire. Or, nous avons créé des conditions pour que chacun aille, avec son seau, ramasser de l'argent qui traîne. Je voudrais conclure en disant que cette affaire-là met en lumière que la manière dont nous parlons de démocratie, là encore, on a pris la mauvaise piste. Parce que la démocratie devrait nous amener à responsabiliser les gens. Comme monsieur dit, après que le 7, ils aient eu un mauvais coup, ils ont travaillé pour amener la paix. C'est avant qu'il fallait faire la paix. Consulter les gens avant d'y aller. Et à la limite, comme on fait d'habitude ici, créer des listes consensuelles. Avant, pas pendant ou après. Et cette façon de faire, en fait, met de l'huile dans le feu. D'accord. Merci. Alors, maintenant, Robert Mouterbassa, vous avez dit, Dikoumé Bonjo, et c'est vrai d'ailleurs que la démocratie devrait également participer à responsabiliser les gens. Est-ce qu'en dépit de tout ce qu'il y avait comme irrégularité, que ce soit au niveau de la Commission nationale, parce que même M. Sombaï Kotadiba l'a reconnu, il y a des arguments avancés par le camp Loga qui sont des arguments tout à fait vrais. Maintenant, dans la manière de réagir, est-ce qu'il fallait en arriver à la violence, les coups de poing et tout ça? Est-ce que c'est responsable? Le camarade Kwata l'a dit tout à l'heure, depuis près de 20 ans, à Douala, c'est spécifique. Dans le littoral, les gens sont habitués à ce type de sport. Il faut, vous savez, le Cameroun a 10 régions, 9 régions ont fait des élections sans problème. Une seule a eu des problèmes, celle du littoral. Évidemment, quand on peut voir les uns et les autres, chacun a des points positifs et des points négatifs. Et donc, je pense que je rejoins M. Dikoumé Bonjo qui dit que c'est la recherche du gain de l'argent. L'Africa Foot a beaucoup d'argent qui vient de la FIFA et le contrôle supérieur de l'État n'a pas le droit de foot donner dedans. Les moyens qui viennent par le ministère, l'État du Cameroun, ces moyens-là, eux, sont contrôlés. Mais c'est un faible pourcentage de ce que gère l'Africa Foot. Mais les gens ont tendance à mettre en idée, et ça c'est que moi je combats, que l'Africa Foot est comme un centre de retraités. C'est-à-dire quand tu as fait ta carrière ailleurs, tu veux essayer de venir te positionner à l'Africa Foot pour t'en sortir. J'ai vu un candidat qui disait lui-même hier à la télé que lui n'est pas là pour quelqu'un, il est là pour chercher un point de chute. Bon, alors, je ne sais pas si qu'est-ce que tu as contre lui? Alors, si quelqu'un vient à l'Africa Foot pour être président parce que c'est un point de chute, je crois qu'il ne va rien faire pour le football camerounais. Voilà. Donc, je crois que quelque part, le problème il est là. Les gens doivent considérer l'Africa Foot comme une institution qui est la 11e région de ce pays parce que, à cause du football, tous les Camerounais sont un et indivisibles. Quelle que soit la situation du pays, quel que soit le niveau de baisse de notre équipe nationale,
On est dans les quartiers, on engueule les tours, on engueule Bia, on engueule tel, mais dès que les Lions sont au stade, tous les Camerounais comme un seul homme sont derrière les Lions. Vous avez bien vu, après le mondial, qu'est-ce qu'il ne s'est pas dit? Bon, le président connaissant bien ses compatriotes, il a évité que ça aille dans tous les sens, il a verrouillé les choses, hein, et ça s'est calmé. Aujourd'hui, nous avons une jeune équipe, on ne parle même plus des taux et autres. Oui. On dit, non, c'est l'équipe même Finke qui devait partir, ne parle plus, il est là. Tout le monde est content, on est d'accord avec cette équipe. Donc, vous comprenez que c'est très très délicat cette histoire de football au Cameroun. Oui. Moi, je pense que ceux qui veulent diriger cette fédération doivent savoir que c'est une partie sensible du Cameroun qui veut le diriger. Et on ne doit pas laisser des gens irresponsables ou bien des gens qui viennent pour leur propre intérêt diriger cette structure parce que ça peut mettre le feu dans ce pays. À cause du football, on peut avoir des troubles dans ce pays. Donc il faut faire très attention. Merci. Vous allez apporter une précision très rapidement pour qu'on parle... Juste cette précision parce que vous voulez qu'on sorte de là, maintenant je vais parler vraiment direct, avec gravité. Oui. J'ai tout entendu sur le comité de normalisation. Nous sommes des gens sérieux. Je ne suis pas un blagueur. Nous avons pour la plupart des états de service. Nous avons accepté des injures. Nous avons accepté l'agression physique. On a été agressé physiquement, molesté. J'ai été exfiltré par la police avec pratiquement des chars. C'est quelque chose de très sérieux, de très grave pour qu'on n'en parle avec légèreté. Je maintiens que l'ignorance ne fait pas le droit. Je maintiens qu'on ne revendique pas ce droit avec les coups de poing dans un état civilisé. Pour rassurer Monsieur Dikoumé, le comité de normalisation, là, depuis plus d'un an, nous avons consulté plus de 500 acteurs de football. Ils sont là, les procès-verbaux sont là. J'ai conduit moi-même l'opération d'adoption des textes dans toute la région de l'Ambadama où nous avons dialogué. En ce qui concerne le processus électoral, il a commencé au niveau départemental. On a eu le temps d'expérimenter, on a fait des simulations. Mais le véritable problème, c'est que le comité de normalisation, j'ai utilisé sur le thème de bagarre de rue, agir comme un habit. Quand vous arrivez au quartier d'un bagarre de rue, monsieur Dikoumé, si vous n'êtes pas un bagarreur et plus fort que les gens qui bagarrent, c'est vous qui serez tabassé. On a lancé de l'opprobre sur des personnalités qu'on a même agressées physiquement. À l'instar de c'est la dernière fois que cela soit toléré. En tout cas, moi personnellement, je ne tolérerai plus ce genre de comportement. Le travail qu'a fait le comité de normalisation à son code défendant, qui est d'une production intense, que les acteurs ne se sont même pas encore appropriés, parce que certains intérêts sont mis en jeu, commence à couvrir tout le monde de propre, de traiter tout le monde de corrompu, que les uns et les autres se tiennent à carreau. Qu'ils sachent que le travail qui a été fait au comité de normalisation, c'était pour le bien du peuple camerounais. Nous l'avons fait avec conscience du devoir et des intérêts, et nous revendiquons le droit de déplaire. On n'était pas là une campagne électorale pour plaire aux acteurs, pour se faire aimer. Que les gens estiment qu'on a soutenu certains candidats contre d'autres, que X ou Y soit président de l'Africa Foot, comme par le passé, je m'en contrebalance et ça sera ainsi. D'accord, merci. Que les gens se calment, que les gens se calment et que les acteurs, je suppose que passer leurs émotions, je les ai regardés dans les yeux, c'est des gens sensés, de bonne qualité, j'ai vu des députés, des chefs d'entreprise et autres, c'est pour ça que moi je les ai respectés, ils peuvent témoigner dans la salle, j'ai rien, je causais avec tout le monde, je suis de ceux qui discutent avec tous les partis. Merci monsieur Roger. Ils vont retrouver le sens et le bon sens et vont s'approprier leur fédération pour les gérer dans l'intérêt de football. Je n'accepte pas cette menace voilée de M. Sombaï qui dit qu'il n'acceptera plus, il ne laissera plus ça passer. Personnellement, il ne laissera plus passer. Sur ma personne, celui qui m'agressera encore dans ce cadre, personne ne vous a agressé. Si vous portez les germes vous-même de l'incivisme, alors vous serez victime de l'incivisme. Parce que ceux qui que les gens essayent. Parce que pour faire une élection dont le corps électoral est de 41 personnes, vous ne pouvez pas m'expliquer que soit le comité de normalisation, soit la commission électorale va mobiliser plus de 500 militaires. Que dans la salle où il y avait élection, il y avait 200 policiers et gendarmes. Est-ce qu'ils n'avaient pas raison finalement quand on a regardé